Chers amis, bonjour, vous êtes sur Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver pour une 68e mondoscopie. Nous sommes le 23 avril 2025. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 sujets, mais je vous demande d'abord de ne pas oublier de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, ensuite d'appuyer sur la cloche pour les notifications, de nous soutenir dans toute la mesure possible de vos moyens via Tipeee en devenant membre du Cercle des Amis de Paix et Guerre. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Nous avons besoin vraiment de ce soutien. Je suis désolée de devoir le dire, mais c'est vrai qu'entre le nombre de nos abonnés, qui est certes conséquent, bientôt 120 000, et le nombre de vues de ces vidéos, il y a un tel gap que je me dois quand même de rappeler que si vous aimez ce qui est dit ici, c'est bien de prendre une demi-seconde pour s'abonner à la chaîne et recevoir les notifications. Et bien sûr, commenter aussi. Bon, bref. En tout cas, aujourd'hui, je vous parle de 3 choses. Premièrement, d'une résolution citoyenne qui a été lancée en France et qui concerne les engagements militaires et financiers de notre pays, notamment envers l'Ukraine. Je vais vous en parler, ça sera mon premier point. Deuxième point, je vais vous faire l'état des négociations, des derniers développements sur la résolution de ce conflit qui est manifestement dans une forme d'impasse assez dramatique, je dois dire, et assez affligeante. Et puis, troisième point, je vais revenir sur la situation à Gaza, au jour d'aujourd'hui, comme on dit. J'aime pas cette expression, mais enfin bon. Voilà. Donc, premièrement, je veux relayer ici une résolution citoyenne qui a été lancée le 17 avril dernier, donc il y a quelques jours, émanant par plusieurs dizaines de personnalités, principalement militaires, mais aussi civiles, et qui a été adressée par voie d'huissier au président de nos 2 assemblées, nationale et le Sénat. C'est important parce que cette résolution signale une très forte préoccupation quand même d'un certain nombre d'officiers généraux de haut rang, mais il y a, par grade, vous avez parmi les premiers signataires beaucoup de gens déjà, mais pas assez. Il faut que ça augmente, il faut que la conscience de la gravité de la situation augmente dans notre pays. Cette résolution demande en gros une application de notre Constitution, tout simplement, et de certains de ses articles, et un contrôle parlementaire de toutes les décisions qui sont prises par notre exécutif au sujet de l'Ukraine. Évidemment, vous vous doutez bien que ça ne va pas du tout être relayé par les médias mainstream. Ils ne vont pas se bousculer pour évoquer son existence, encore moins son contenu. Donc, si vous avez envie de la relayer, j'ai mis le texte lui-même complet et d'ailleurs les noms des premiers signataires en lien aussi de cette vidéo. Donc, voilà, vous êtes sans doute, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, comme moi, très inquiets de l'engagement continu de la France, alors sous le radar, dans une discrétion assez remarquable, à bas bruit, si vous voulez, de nos armées, dans un possible déploiement de troupes en Ukraine, probablement via la Roumanie, dans un scénario qui est en train d'être clairement envisagé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé en Roumanie et que tout a été fait, y compris par la France, pour empêcher le candidat à la présidentielle, Călin Georgescu, d'arriver au pouvoir, puisqu'il disait que lui était en faveur de la paix avec la Russie et surtout ne voulait pas de la mise en danger en fait de son propre pays dans un possible engagement contre la Russie en Ukraine. Bon, alors pour être un peu plus précise, en fait, donc
cette résolution, en gros, hein, je ne vous la lis pas complètement, mais enfin, elle rappelle que l'un des articles du Code de la Défense dispose que l'armée de la République est au service de la nation. Sa mission est de préparer, d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la nation. Mais depuis 2022, il y a quand même un certain nombre d'informations qui ne sont évidemment pas confirmées officiellement, mais qui disent qu'il y a une présence de troupes françaises en Ukraine. Est-ce avéré? Est-ce que ça ne l'est pas? De toute façon, il y a un problème de conformité avec, si c'était le cas, avec l'article 35 de notre Constitution qui impose au gouvernement d'informer le Parlement dans les 3 jours suivant une intervention militaire à l'étranger et de soumettre toute prolongation de cet engagement de troupes à un vote au-delà de 4 mois. Donc 3 jours, puis 4 mois. Vous voyez ? Or, pour l'instant, aucune communication de cet ordre n'a été faite devant les assemblées. Donc, en fait, les citoyens sont dans l'ignorance. Vous, moi, les autres. On a quand même droit à un contrôle démocratique de l'emploi de nos armées qui nous est donc, en l'espèce, pour l'instant, refusé. Tout ça est maintenu dans un grand flou. Ensuite, vous vous souvenez peut-être, j'en avais parlé dans des mondoscopies, des accords des sécurités franco-ukrainiens du 16 juin dernier, 2024, qui prévoyaient un soutien militaire et financier de la France à hauteur de 3 milliards d'euros pour 2024, mais je crois, c'est décennal. Et ça aussi, ça aurait dû être ratifié par le Parlement en application de l'article 53 de notre Constitution qui impose une ratification parlementaire des traités internationaux ayant des incidences financières significatives sur les finances publiques, dont on sait qu'elles ne sont pas vaillantes chez nous. Voilà. Donc, c'est fait pour d'autres pays, ça n'est pas fait pour l'Ukraine. Donc, ça met en cause quand même la légalité et l'opposabilité de ces accords. On demande aux Français de contribuer financièrement à un soutien militaire à un pays qui est en plus en guerre. Et ça pose d'autres problèmes, puisque normalement, l'article 55 de notre Constitution prévoit que les traités ou les accords régulièrement ratifiés, donc ce n'est pas le cas, ont une autorité certes supérieure à la loi, sous réserve que chaque accord ou traité soit aussi appliqué par l'autre partie. Or, ce qu'on est en train de la légalité, si vous voulez, ça pose la question de la légalité des livraisons d'armes françaises, en fait, à l'Ukraine, parce qu'ils sont issus des stocks de l'armée française et ils sont utilisés contre la Fédération de Russie, avec laquelle nous ne sommes pas en guerre, officiellement en tout cas, à ma connaissance. Donc là aussi, il y a quand même de sérieux manquements, à mon avis, vis-à-vis des obligations qui sont celles de l'exécutif en regard de notre Constitution. Et puis, enfin, bien sûr, il y a les déclarations récentes, multiples, de notre président, évoquant un éventuel déploiement de troupes. Alors, ça évolue, combien, où, quand, bon, ça évolue, mais avec ce que je vais vous raconter après, on peut dire que ça avance. Et donc, il a évoqué un déploiement de troupes éventuellement en mai, on y est quasiment. Il évoque aussi, bien sûr, la mutualisation de notre arsenal atomique. Et tout ça, ça demande aussi quand même un débat parlementaire préalable pour garantir la légitimité de ces choix au nom de la nation. C'est la condition sine qua non de la légalité de l'intervention de nos armées. Donc, sinon, l'armée n'est plus au service de la nation. Donc, il y a quand même un problème. Il y a un problème aussi avec l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, qui consacre la séparation des pouvoirs comme garante des droits. Bref, cette pétition correspond à une véritable, si vous voulez, il y a du fond à ces inquiétudes.
le Parlement doit être consulté sur la poursuite de l'intervention militaire française ou son engagement en Ukraine, conformément à l'article 35 de la Constitution. Et il faut évidemment ratifier les accords du 16 juin dernier, conformément à l'article 53. Donc la résolution propose aux députés et sénateurs de faire publier au journal officiel toutes les informations sur la présence de troupes françaises en Ukraine depuis 2022, comme l'exige l'article 35, d'organiser un débat suivi d'un vote sur la poursuite de cette intervention, toujours en application de l'article 35, de se prononcer sur la ratification des accords de sécurité franco-ukrainiens du 16 février 24, conformément à l'article 53, et de mettre cette résolution à l'ordre du jour dans les 15 jours suivant sa remise, c'est-à-dire là, très vite, afin de garantir le plein exercice du contrôle parlementaire. Donc c'est une manière aussi de mettre les parlementaires devant leurs responsabilités. C'est-à-dire, prennent-ils bien la mesure de ce qui est en train de se passer et ne considèrent-ils pas qu'il est de leur devoir de se prononcer ? Ils se prononceront comme ils se prononceront. Peut-être qu'ils se prononceront tous pour qu'on aille mettre nos troupes en Ukraine contre la Russie. Rien n'est impossible, malheureusement. Vu le niveau de bon sens et de réalisme d'une grande partie de notre classe politique, on peut s'inquiéter. Mais néanmoins, il faut tout de même que les formes soient respectées, parce que les formes, elles renvoient quand même au fond et au fondement du consensus démocratique et de la République française telle qu'elle est en place dans notre pays. Bon. Donc voilà, lisez si vous voulez, si vous avez le temps, cette résolution entièrement. Et si vous avez envie de la relayer, n'hésitez pas. Deuxième point, l'Ukraine. Bon, on est à un moment important parce que soit on va s'enferrer, hein, les négociations vont s'encrouter, si vous voulez, s'enliser, dans une sorte de mélasse qui tient à l'inanité des plans proposés du côté américain, je vais revenir dessus, soit on risque d'aboutir à une version américaine de Ponce Pilate, c'est-à-dire je m'en lave les mains de ce qui peut arriver à l'Ukraine et je laisse les Européens se débrouiller avec les moyens qui sont les leurs face à la Russie, puisqu'ils y tiennent tant. Bon. On avait jusqu'à présent, je vous l'ai expliqué encore la semaine dernière, deux grands courants de négociation, de grandes pistes, si vous voulez, de négociation du côté américain. Une assez pragmatique et réaliste, qui est emmenée par Steve Witkoff, l'envoyé personnel du président, et une autre qui est relayée par le secrétaire d'État Marco Rubio, par le conseiller à la sécurité nationale Valls, par Keith Kellogg, qui était le premier envoyé nommé par Trump au tout début, enfin dès l'année dernière, d'ailleurs dès avant l'élection, qui avait été nommé pour reprendre langue éventuellement avec la Russie et chercher les bases d'un compromis. Eh bien justement, Keith Kellogg, cette piste-là semble malheureusement en reprendre du poil de la bête. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, a été ressorti, parce que finalement c'est le même plan que son plan originel quasiment d'avril 24, hein, donc il avait commencé, enfin les premiers papiers sortis par Kellogg datent effectivement d'il y a un an. Bon, tout ça a un peu évolué, bien sûr, mais pas tant que ça. Et donc, on en est à ce plan Kellogg qui est en ce moment même, au moment où j'enregistre cette émission, en train d'être discuté à Londres, avec les Anglais, bien sûr, les Français, les Ukrainiens et les Américains. Et l'idée, c'est qu'après, Steve Witkoff soit chargé d'aller relayer, si les Ukrainiens acceptent ce plan, ce qui n'est pas dit, à voir. On en saura un peu plus ce soir, mais bon, mon émission sort le mercredi, donc je ne peux pas malheureusement vous dire tout ce qui, enfin, l'interprétation que je pourrais faire de l'issue de ces pourparlers
et ce qui en sera dit d'ailleurs. Bon, donc l'idée, c'est qu'après, si jamais les Ukrainiens l'acceptaient, le plan serait proposé à Moscou par Vitkov, avec Ushakov, qui est un peu son alter ego, d'une certaine manière. Enfin, il y a aussi Dmitriev dans les matières plus économiques et financières. Mais bon, Ushakov, c'est le conseiller de politique étrangère principal de Vladimir Poutine. Bon, bref, donc, pour l'instant, on était quand même sur une chance de sortie du bourbier ukrainien pour les États-Unis et pour tout le monde d'ailleurs, mais les Européens ont décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Ils ne peuvent pas faire la guerre, mais ils sont d'accord pour empêcher la paix, ça c'est clair. Et donc, on en est là. Alors, comment vont réagir si vous voulez, le niveau d'information de Donald Trump sur la question ukrainienne et la réalité militaire du conflit, et d'ailleurs la réalité économique du conflit, a quand même, je pense, sensiblement augmenté depuis sa prise de fonction. Voilà, grâce à un certain nombre de gens qui finissent par lui donner les bonnes informations, même si d'autres essaient de le garder dans le brouillard. Il est clair que la Russie est assez immunisée contre les sanctions. C'est d'ailleurs pour ça que Trump n'en a pas mis là, dans son offensive récente sur les tarifs douaniers. Bon, considérait que ça ne servait à rien. Il en parle de temps en temps, mais enfin, ça ne sert pas à grand-chose, sauf à énerver un peu plus la partie russe. Il pense... Alors, les services, il y a eu un document récent des services américains de renseignement qui ont dit que, en fait, les États-Unis n'étaient pas en état de continuer à soutenir une aide militaire à l'Ukraine importante, même si elle n'a pas complètement tombé. Bref, les Russes vont continuer à avancer si rien de sérieux n'est proposé par les Américains. On en est là, en fait. Les Russes sont confiants militairement, ils vont continuer, ça peut durer encore 1 an ou 2, ils vont gagner la guerre d'attrition, la guerre d'usure, grignotage sur le terrain à la fin. Ils veulent minimiser leurs pertes, contrairement à ce qu'on raconte. Donc c'est aussi pour ça que c'est très lent, mais ça aussi je vous l'ai expliqué depuis fort longtemps. Ils peuvent espérer que le régime de Kiev soit renversé, enfin, et que le front finisse par être enfoncé si leur offensive, qui est vraiment en plus que préparation, arrive à créer une percée. Bon, ça reste à voir. Et à ce moment-là, ça leur permettrait de passer à une guerre beaucoup plus dynamique, une guerre de manœuvre en fait. Donc, pendant ce temps, il y a des bruits, enfin des bruits très inquiétants, de déploiement de troupes françaises et britanniques en Roumanie déjà, si jamais Zelensky, enfin au prétexte d'un cessez-le-feu unilatéral, par exemple, déclaré par un Zelensky aux abois, ce serait voilà, un prétexte idéal pour permettre l'entrée de forces européennes, enfin britanniques et françaises déjà, sur le territoire, pour maintenir ce cessez-le-feu sans être partie prenante, c'est-à-dire ce serait en fait tout tient à la dénomination de cette force. Est-ce que c'est une force de réassurance? Est-ce que c'est une force de résilience? Est-ce que c'est une force de maintien de la paix? Voilà, ça a des implications différentes selon la dénomination choisie. Mais la grande question, c'est donc que vont faire les États-Unis à ce moment-là? Est-ce qu'ils vont réussir à forcer la main des Européens pour faire un accord viable ou nous larguer pour de bon et se laver les mains de la suite, donc comme Ponce Pilate? Alors, il y a eu, vous vous souvenez, la semaine dernière, un grand show à Paris qui a fait que les grands médias étaient littéralement en pamoison devant ce succès diplomatique français. Donc un show à Paris où il y avait à la fois les Américains, les Ukrainiens, les Français, les Anglais, les Allemands. Tout ce petit monde était là pour discuter de ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Il n'y avait évidemment pas de Russes.
Donc on a été extrêmement contents de nous, comme d'habitude. On a considéré qu'on avait vraiment poussé les Américains à rencontrer les Ukrainiens. Bon, alors il n'y avait pas Zelensky, hein. Il y avait Yermak, qui est son chef de cabinet, directeur de cabinet, on dirait, enfin, aujourd'hui. Bon, la réalité, c'est que tout ça, c'était bien mignon. Il y a eu des réunions, il y a eu des petits fours, il y a eu tout ce qu'on veut. Mais derrière, le lendemain, sur le tarmac de l'aéroport, Marco Rubio, secrétaire d'État américain, dès le lendemain, si j'ose dire, il s'est un peu payé Zelensky, a douché son enthousiasme, n'est-ce pas, en disant que, bon, si personne ne veut la paix à la fin, eh bien, les États-Unis vont dire que ça suffit, voilà, qu'ils n'y arrivent pas et qu'ils ont mieux à faire. Bon, ce qui est une manière de dire, les enfants, il va falloir vous entendre sur quelque chose d'un peu sérieux, parce que sinon, on ne va pas y arriver et nous, on ne va pas faire durer le schmilblick qui n'avance pas pendant des mois et des mois et des mois. Voilà. Et vous gérerez votre problème avec la Russie entre Européens et Ukrainiens. Bon, Rubio a aussi appelé Sergueï Lavrov, son homologue russe, après, dans la foulée de cette rencontre parisienne. Et, alors je ne sais pas ce qui a été dit après ce coup de fil, mais en revanche, le représentant russe aux Nations Unies, l'ambassadeur Nebensa, a dit qu'il n'y avait aucune trêve possible en l'état. Voilà, donc c'est clair, c'est net. Ce qui est clair, ce qui est net, c'est que Trump veut en finir aussi. Je vous rappelle qu'il y a eu l'article du New York Times qui révélait en fait l'implication militaire directe des États-Unis depuis 2014, aux côtés, très aux côtés, et tout contre les militaires ukrainiens pour la planification des opérations et leur conduite. Il y a la question aussi des 12 bases de la CIA quand même, sur le théâtre ukrainien. Bon, bref, Trump, il veut en finir, il explique que c'est pas sa guerre. Bon, néanmoins, il était quand même là à un moment donné, dans la montée en puissance des forces ukrainiennes, mais bon. Je pense qu'il est fatigué que les Européens fassent de la résistance, il sent qu'il ne va pas arriver à quelque chose de comestible en matière de communication et d'autopromotion de ses succès, de maître de deal américain. Bon, bref, il sent que tout ça, ça patauge, ça patine, c'est mal barré, si j'ose dire. Et donc, alors on peut penser aussi qu'il a du mal à contrôler quand même la bande de néocons qui est encore autour de lui, et qui sont tous des irréalistes, et qui veulent tous poursuivre, et qui ne veulent pas donner à la Russie, en fait, les concessions minimales qui permettraient d'avancer dans une négociation. Donc, est-ce qu'ils ont accepté de venir à Paris pour faire plaisir, pour faire semblant de mettre les Européens dans la boucle, ou pour leur refiler la patate chaude, le bébé, ou pour les mettre au parfum de la réalité militaire et économique de la Russie. Bon, je pense quand même que les Britanniques et même les Français comprennent quand même qu'ils sont dans un déni complet de la réalité, du conflit et du rapport de force. Mais je ne peux pas l'affirmer. Je ne peux pas l'affirmer. Ce qui est clair, c'est que la défaite d'un Zelensky en Ukraine, ça sera aussi celle d'un Macron, parce que plus on s'engage résolument, contre toute évidence, dans la poursuite de ce conflit, plus le jour où ça va vraiment très mal se passer sur le front ukrainien, eh bien, les soutiens les plus empressés de l'Ukraine vont être complètement délégitimés. Ça va être une humiliation sans fin. Donc on essaie, à mon avis, de reculer, de différer ce moment extrêmement douloureux. Et les Américains se disent, bon, si on n'arrive à rien, on va essayer de se sortir du jeu. Bon. Et
on voit que quand même, globalement, le soutien militaire américain à l'Ukraine diminue. Diminue assez clairement. Il y a les dispositifs américains, notamment en Pologne, se contractent. Le rythme des rotations, etc., des livraisons d'armement baisse, pas très sensiblement, mais quand même baisse. Et du côté européen, eh bien, on voit aussi une fracture, parce que vous avez bien sûr les Français et les Anglais d'un côté, puis vous avez Mélanie qui va à Washington discuter toute seule les droits de douane concernant son pays, et puis qui le lendemain reçoit Rubio à Rome. Et Mélanie, elle est reçue en grande pompe, hein. Elle est reçue comme une alliée, en fait. Voilà, elle tire clairement les marrons du feu. Ça n'est pas le cas de la France, et il y a bien sûr aussi des moyens de pression américains sur la France, multiples, et notamment celui des agences de notation américaines, Standard & Poor's, Moody's, qui pour l'instant sont encore sur la retenue par rapport à la dégradation de la note française, mais pourraient ne pas l'être forcément encore très longtemps. Bon, donc j'avais commencé par vous dire qu'aujourd'hui, il y a ce plan Kellogg qui est discuté à Londres, et c'est là que ça cloche. C'est là que ça cloche parce que c'est pas le plan Witkoff qui était beaucoup plus pragmatique, c'est le plan Kellogg. Et donc, que dit ce plan? En gros, d'abord, il dit que l'Ukraine ne rejoindra pas, dans un avenir visible, l'OTAN. Bon. Mais enfin, quelles sont les garanties de cet engagement? Voilà. Si jamais l'Ukraine acceptait ça, qu'est-ce que ça veut dire? Sachant qu'elle ne respecte aucun des accords, même ceux qu'elle accepte. Bon. Il n'y a qu'à voir celui sur les infrastructures énergétiques. La Russie, donc le plan dit aussi que la Russie gardera les territoires actuellement sous son contrôle, mais pas l'entièreté des 4 oblasts, notamment ceux du sud qui sont aux 3/4 seulement, petits 3/4, sous son contrôle. Donc ça, déjà, pour les Russes, vous imaginez, c'est inconcevable, même si Poutine avait dit qu'on pourrait discuter de certaines choses, mais enfin là, si c'est comme ça, eh ben, ce ne sera pas comme ça. Voilà, je pense que... donc, la Russie garderait les territoires sous son contrôle actuellement, et donc pas l'entièreté des oblasts. L'Ukraine ne sera pas obligée de reconnaître que ces territoires contrôlés par la Russie, donc cette partie-là des 4 oblasts, sont russes, de facto, enfin, de jure, pardon, elle le reconnaît de facto. Donc ça veut dire en fait que ça, c'est un prétexte servi sur un plateau d'argent aux Ukrainiens pour reprendre la guerre dès qu'ils le pourront. Donc là aussi, on voit pas, si vous voulez, je ne vois pas très bien ce que Witkoff va aller faire à Moscou, moi, mais bon, on va voir. Ensuite, donc c'est un prétexte à une reprise des combats dès que possible. Et puis, ah oui, il y a aussi les États-Unis qui prennent le contrôle de la centrale de Zaporojié, rien que ça, et qui déclarent que c'est en quelque sorte une zone neutre qui donnera de l'énergie à l'Ukraine et à la Russie. Alors ça, à voir aussi, ça semble assez délirant. Alors, ensuite, il y a la reconnaissance de la Crimée comme russe par les États-Unis, bon, mais pas par l'Union européenne ni par l'Ukraine. Bon. D'ailleurs, Kaja Kallas, notre autoproclamée ministre des Affaires étrangères européenne, a dit que c'était hors de question. Bon, enfin, elle, c'est une passionnariat anti-russe, donc bon, voilà. Ensuite, il y aurait donc cette force européenne de réassurance, résilience, maintien de la paix, on ne sait pas encore, déployée à l'ouest du Dniepr,
Mais ça aussi, c'est une façon de pouvoir introduire des troupes étrangères sans qu'elles soient considérées officiellement comme partie au conflit par la Russie. Mais on sait que la Russie, depuis des mois, explique que c'est hors de question. Alors, on parle aussi d'une éventuelle force russo-américaine qui serait là pour contrôler tout ça, pour contrôler ceux qui contrôlent, si vous voulez. Ça, je n'en sais rien encore. Il n'y a pas de limite mise à l'armement de l'Ukraine. Donc là, c'est encore la porte ouverte. Enfin, c'est un niet américain à la démilitarisation voulue de l'Ukraine, voulue par Moscou. Il n'y a pas de protection des populations russophones. Voilà. Bon, en gros, si vous voulez, c'est pas un plan de paix, c'est un plan pour la poursuite de la guerre. C'est un plan qui ne peut être que rejeté en l'état. D'ailleurs, par les Ukrainiens, puisqu'on ne leur tord pas assez le bras, et par les Russes, évidemment. Évidemment, je ne vois pas Poutine accepter ça, si vous voulez. C'est une mort politique assurée. Voilà. De toute façon, même si Zelensky, enfin ses envoyés à Londres, puisqu'il n'est pas à Londres, aujourd'hui acceptent ce plan pour pouvoir prendre le beau rôle, si vous voulez, et ensuite mettre le blâme sur les Russes qui forcément diront non, les Ukrainiens, encore une fois, ne se sentent, à vrai dire, pas tenus par grand-chose. Et voilà, et la Russie a clairement, en fait, dit non à toutes ces... Par la Crimée, si vous voulez, je vois pas très bien ce qu'il y a qui puisse correspondre aux demandes russes de règlement des racines du conflit et des préoccupations sécuritaires russes importantes. Donc, Poutine, qui récemment a donné une petite conférence de presse, vous savez, parce qu'il avait proposé et mis en place une trêve de 30 heures pendant Pâques, a dit d'ailleurs que sa proposition avait été évidemment considérée comme une mascarade, comme n'importe quoi, que les Ukrainiens avaient dit qu'ils allaient l'observer, mais finalement elle a été aussi violée massivement, même s'il y a eu une baisse absolue, dans l'absolu, du nombre de tirs du côté ukrainien. Mais enfin, voilà, il a la même chose sur les infrastructures énergétiques, ça n'a pas marché. Les Ukrainiens, quant à eux, demandent une fin des frappes russes sur les infrastructures civiles, mais Poutine a quand même rappelé que la spécialité ukrainienne, que d'ailleurs Amnesty International reconnaissait dès 2022, c'était de mettre des dispositifs militaires ou des effectifs militaires dans des infrastructures civiles, donc de servir des civils comme de boucliers humains. C'est ce qui s'est passé récemment à Soumy, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Donc tout ça, si vous voulez, ça montre que en fait, les Russes n'ont pas confiance. Bon, ils essaient de temps en temps quelque chose, mais ça ne marche pas vraiment. Et alors, sur le plan Kellogg, il y a déjà eu des réactions amont russes de Karasin, qui est l'un des négociateurs et qui serait peut-être le négociateur en chef s'il y avait une vraie négociation sur un vrai plan. De Peskov, le porte-parole du Kremlin, c'est-à-dire quand même la voix autorisée de Vladimir Poutine, et surtout de Kirill Dmitriev, je vous l'ai expliqué, qui est l'un des deux interlocuteurs de Steve Witkoff, qui est le président du Fonds souverain russe, en fait. Et ils ont tous dit que... sur les bases actuelles, si vous voulez, ce plan pouvait être un vague départ, un vague point de départ pour un dialogue sérieux, mais que si c'était sur le thème « take it or leave it », c'est-à-dire sur le thème de l'ultimatum, vous prenez ou vous laissez, mais attendez-vous à des conséquences, eh bien ce serait « leave it », voilà, eux, les Russes, et surtout, ce qu'a dit Dmitriev, il a dit que ce serait un retour au point de départ. C'est-à-dire, c'est comme si on mettait en croix les 3 mois de reprise de dialogue, de reprise des échanges diplomatiques, de discussions sur les questions économiques et financières. Enfin, bref, tout ce qu'ont fait les Américains avec les Russes depuis 3 mois serait juste oublié.
oubliés par la partie russe si jamais on s'imaginait pouvoir leur lancer un quelconque ultimatum. Voilà. Donc, c'est une annulation de tous les progrès, si vous voulez. Ce serait vraiment... Donc ça, c'est une forme d'avertissement à Trump. Hein, c'est une forme d'ultimatum aussi, hein, faut réfléchir. Donc je pense que la manière dont Witkoff va présenter les choses à Ushakov à Moscou bientôt va être très importante. Ce qui est clair, c'est que ce plan donc, ne traite encore une fois pas les véritables problèmes, les véritables préoccupations russes, les racines du conflit. Bon, les Russes sont intelligents et ils ne fermeront sans doute pas la porte à des négociations avec les Américains, mais ça va changer si vous voulez, ça va changer de perspective temporelle. Ce sera sur le très long terme, et les Russes tiendront la distance. Voilà. Parce que de toute façon, à vrai dire, je pense que du point de vue de Vladimir Poutine, un tel plan aurait dû être un plan russo-américain. Et en tout cas, les Russes auraient dû être consultés avant de sortir même l'armature de ce plan dit Kellogg. Voilà. Donc, en l'état actuel, un cessez-le-feu est impossible. Du point de vue russe. Alors, est-ce que les États-Unis donc font ça pour se heurter? Parce que on est réduit à des conjectures. Est-ce que les États-Unis proposent un tel plan pour se heurter à un refus, pour pouvoir porter le blâme sur la Russie et pour pouvoir dire que finalement, ils s'en moquent et ils laissent les Russes face aux Européens et que Vladimir Poutine ne comprend pas toutes les perspectives fabuleuses, comme l'a dit Trump dans certains de ses tweets, fabuleuses économiques qui s'offrent à lui d'investir dans l'économie américaine qui va repartir, qui va se mettre à fleurir. Bon. Ou est-ce que c'est Trump qui croit à un tel plan parce qu'il est encore trop désinformé sur la réalité des choses, ou parce qu'il croit que les narratifs peuvent suffire à l'emporter, que la Russie est trop faible peut-être encore et va devoir accepter, aurait intérêt à accepter. C'est très très difficile de savoir ce qu'il en est, donc je ne peux pas vraiment vous donner d'avis tranché. Ce qui est clair, c'est qu'on continue à faire pression. Alors les Baltes, on se sert des Baltes par exemple, il se dit que la Lituanie aurait saisi un navire, un navire russe de ce qu'on appelle la flotte fantôme, donc la flotte civile, enfin qui transporte le pétrole russe en contournant un certain nombre de circuits qui sont frappés par les sanctions. Bon, bref, ça c'est Patrouchev, l'ancien chef du FSB, qui désormais s'occupe du développement de la flotte militaire et de la flotte marchande russe, qui a dit ça. Il a dit, écoutez, si les pays de l'OTAN s'imaginent qu'ils vont pouvoir nous imposer un blocus naval, il faut qu'ils s'attendent à des représailles, à des réponses adéquates. Voilà. Donc, si vous voulez, la tension quand même est toujours là, L'Europe ne comprend toujours pas. Les États-Unis jouent un jeu qui est à mon avis dangereux et où finalement Trump perd une occasion d'avoir un succès diplomatique assez considérable s'il avait compris vraiment l'intérêt de véritablement donner corps à une remise en place, une refondation complète de la relation russo-américaine. Et pendant ce temps, pendant que tout ça patine, là au niveau des négociations, les Ukrainiens ne perdent pas le Nord. Andreï Melnik, qui est le représentant ukrainien à l'ONU,
a écrit une lettre au futur chancelier allemand, Friedrich Merz, pour lui demander, alors c'est une lettre un peu mélodramatique, voilà, intimant à l'Allemagne, non pas l'ordre, mais c'est pas loin, de donner 30% de tous ses moyens militaires, les avions de chasse, les hélicoptères, les missiles Taurus naturellement, les chars, les véhicules d'infanterie, tous les dispositifs de tir d'artillerie, etc. 30% des moyens de la Bundeswehr, bientôt on demandera aussi les troupes pendant qu'on y est, à l'Ukraine, parce que c'est la solution pour que l'Ukraine puisse se défendre contre la Russie, et donc défendre l'Europe contre la Russie, n'est-ce pas, jusqu'en 2029. Donc ça, c'est... J'allais dire que ça nous pendait au nez, puisqu'on passe notre vie à expliquer que l'Europe est menacée par la Russie militairement. Eh bien, voilà, les Ukrainiens en ont tiré les conclusions qui s'imposaient et demandent aux Allemands de donner 30% de leurs moyens. Alors, 30% de leurs moyens jusqu'en 2029, ça représente 29 milliards d'euros. Mais ils demandent aussi qu'il n'y ait pas que l'Allemagne qui fasse cet effort, naturellement, mais toute l'Union européenne. Et là, on arrive à 372 milliards d'euros qui sont demandés jusqu'en 2029, n'est-ce pas, à l'Europe, à l'UE entière, et bien sûr 181 milliards aux États-Unis, mais enfin pour l'instant, c'est un peu en plan, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau de délire, c'est pas seulement de la mendicité et de la... C'est absolument délirant. Voilà, c'est une lettre délirante, mais qui est publique, qu'on peut trouver aussi. Et donc, on attend la réponse de Merz. Je pense qu'évidemment, c'est peut-être une bonne manière, un bon prétexte pour l'Allemagne de dire ça suffit aussi, mais va-t-elle savoir s'en saisir? Ce n'est pas certain. Et si jamais l'Europe était assez folle pour rentrer dans cette surenchère, et si jamais ça ne suffisait pas face à la Russie, ce qui est probable, où en arriverons-nous? Où en serons-nous d'ici quelques années? Et qu'est-ce que les États-Unis de Trump feront, déjà, dans les 3 ans qui viennent, là? Est-ce qu'ils ne seront pas obligés de revenir dans le jeu militairement, de reprendre le raid eux-mêmes, ou bien de relancer une négociation un peu plus sérieuse? Bref, c'est wait and see. Voilà, je suis désolée, mais je ne peux pas dire mieux. Mon 3e point, c'est où en est-on à Gaza? Vous savez que depuis le 18 mars, Israël a relancé son offensive militaire sur la bande de Gaza, en rompant le cessez-le-feu de 42 jours, en essayant de casser en fait la reprise par le Hamas d'une certaine force militaire, d'un certain nombre de moyens. Donc l'idée israélienne, c'est évidemment d'empêcher en fait le groupe islamiste d'avoir la moindre possibilité de gouverner Gaza. Et comment font-ils ça? Maintenant, ils targetent, ils ciblent et ils assassinent les administrateurs civils. Avant, c'était surtout les figures politiques et militaires. Maintenant, c'est tout le reste. Et puis, bien sûr, ils continuent à détruire tout ce qui reste d'infrastructures publiques à Gaza, puisque l'idée, c'est de faire aussi en sorte que la population gazaoui finisse par se retourner contre le Hamas. Il y a d'ailleurs eu quelques manifestations qui ont été un peu réprimées par le Hamas, mais enfin pour l'instant c'est pas encore ça. Donc l'armée israélienne prend des grandes parties en fait l'idée c'est de fragmenter, la bande de Gaza au maximum à long terme. Les troupes israéliennes ont encerclé et entend de raser d'ailleurs à peu près tout Rafah. Rafah, vous savez, c'est à la frontière avec l'Égypte au sud. Et donc, ça, c'est l'idée de couper en fait
tout accès des Gazaouis vis-à-vis de l'Égypte, qui ne veut pas prendre la population gazaoui à sa charge, et donc de s'assurer qu'en fait le seul accès à Gaza se fasse par Israël, en fait. Donc, pour l'instant, la population, les plus de 2 millions de personnes qui vivent à Gaza sont sous les bombes, sous les frappes aériennes, sous les ordres d'évacuation, et on les envoie dans des espèces de petites mini-enclaves sur la côte. En fait, une grande partie de la bande de Gaza maintenant, c'est des no-go zones, quoi. C'est des endroits où on ne peut plus aller, donc il n'y a plus on les pousse vers la côte. Depuis cette reprise, je crois qu'il y a eu près de 1600 ou 1700 morts palestiniens, un tiers d'enfants, voilà. 1600 tués palestiniens depuis quelques semaines, là, depuis le 18 mars. C'est à peu près le nombre de tués israéliens depuis le début de l'offensive, pour vous donner une idée des proportions. Sur le bilan, on est très au-delà des 50 000 parce que la plupart sont civils. Ensuite, il y a des milliers de gens qui sont encore enfouis sous les ruines. Et puis, il y a tous ceux qui meurent de causes indirectes, c'est-à-dire de manque de soins, de famine. Donc, c'est une catastrophe humanitaire qui continue, qui se poursuit et qui augmente parce que depuis le 1er mars, le siège est total. Donc, il n'y a plus de camions d'aide humanitaire qui entrent à Gaza. Donc c'est terrifiant, ce qui est clair, c'est que les leaders israéliens et Netanyahou se sentent renforcés par le soutien américain et continuent à avoir des objectifs absolument maximalistes, alors que le cessez-le-feu avait quand même permis à 33 otages d'être relâchés. C'était quand même... il en reste encore 59, toujours aux mains du Hamas. En tout cas, les objectifs israéliens, c'est de restructurer en fait toute l'architecture militaire et sécuritaire de Gaza. C'est de consolider aussi le contrôle d'Israël sur les territoires occupés. Et ce qui se passe à Gaza en grand se passe en fait en Cisjordanie en petit. Donc voilà. Et le plan derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle de manière euphémistique en Israël, au gouvernement de Benjamin Netanyahou, l'émigration volontaire. C'est-à-dire faire en sorte que ce soit tellement invivable que les gens décident de partir. Partir où, on ne sait pas. Partir comment, on ne sait pas. Enfin, c'est un nettoyage ethnique de masse, c'est une expulsion de masse, en fait, des Palestiniens de Gaza. Néanmoins, il y a quand même un mécontentement grandissant au sein d'Israël, au sein de la population israélienne, à propos des otages, parce que les Israéliens comprennent bien que reprendre l'offensive à Gaza met en danger, évidemment, le sort des otages. C'est clair, c'est évident. Et puis ensuite, on voit bien aussi, il y a quand même un certain nombre de gens qui comprennent bien que ce que fait Netanyahou, c'est surtout destiné à permettre sa survie politique et son contrôle de plus en plus fort, de plus en plus sans contrepoids sur le système gouvernemental, sur le système institutionnel. Il a essayé récemment de virer le chef du renseignement intérieur, il a essayé de virer le procureur général, etc. Enfin, il y a tout un tas de faits, si vous voulez, d'événements
de décisions prises par Netanyahou qui montrent que les arrière-pensées politiques internes de ce qu'il fait subir à Gaza sont importantes, sont très importantes. Ensuite, il y a un mécontentement grandissant chez les réservistes, et on sait que c'est le gros de la force militaire de l'armée israélienne. C'est une armée, certes, professionnelle, mais aussi de réserve, largement. Il y en a de plus en plus qui ne se rendent pas aux convocations militaires parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils sont scandalisés qu'on exempte d'obligations militaires les ultra-orthodoxes juifs, parce qu'ils sont opposés à la guerre, tout simplement, parce qu'ils pensent que ce n'est pas la bonne solution. Bon. En tout cas, le plan, c'est qu'il y aura, une fois que le Hamas sera parti, une sécurité assurée à Gaza, bon, et une émigration, un plan d'émigration volontaire, un peu le plan Trump d'ailleurs, qui sera mis en place. Donc, Israël veut détruire les capacités militaires et gouvernementales du Hamas, récupérer tous les otages. Pour l'instant, ça veut dire que le Hamas donc dépose les armes, que ses leaders partent en exil, alors Israël dit qu'ils ont réussi quand même à tuer 20 000 combattants du Hamas, que le groupe a été quand même radicalement affaibli, qu'on peut le forcer en fait par cette politique de reprise du conflit en fait à libérer les derniers otages, et que finalement le siège total de la bande de Gaza, donc c'est-à-dire c'est plus de nourriture, plus de médicaments. Tout ça, c'est une punition collective évidente, mais a priori, c'est ce qui doit permettre, selon les leaders israéliens, de pousser la population palestinienne à se révolter contre le Hamas et d'affaiblir celui-ci. Bon, il y a un nouveau chef d'état-major militaire, Eyal Zamir, qui manifestement est moins hésitant que son prédécesseur concernant l'idée de garder des troupes dans la bande de Gaza à long terme. Bon, donc son plan, c'est imposer une administration militaire et finalement mettre sous contrôle israélien toute la chaîne de distribution de l'aide. Donc voilà. Ensuite, Israël a pour idée de restructurer la démographie, la géographie, l'architecture de sécurité de Gaza. Pour l'instant, Israël contrôle à peu près 50% de la bande de Gaza. Les troupes israéliennes, l'armée israélienne a étendu, si vous voulez, les zones tampons autour du périmètre de Gaza. Et donc, effectivement, ils ont poussé les populations sur la partie côtière, Khan Younes, Deir el-Bala, etc., dans le sud de la bande de Gaza, et aussi au nord, autour de Gaza City, de la ville de Gaza. Bon. Donc, il y a un rapport de l'ONU qui dit que 69% de Gaza est une no-go zone, c'est-à-dire un endroit où vous ne pouvez pas, en tant que civil, aller parce que vous êtes sûr soit de subir des frappes, soit d'avoir des ordres d'évacuation de la part d'Israël. Donc en fait, si vous voulez, l'idée, c'est vraiment de morceler, c'est de faire une peau de léopard de la bande de Gaza, pour qu'il n'y ait pas de territoire contigu et pour que les gens soient dans des espèces de petites enclaves, en fait, de petites poches. Voilà, bon, Rafah va être démoli, enfin c'est le plan en tout cas, et finalement, vraiment Gaza va probablement ressembler de plus en plus à ce qui est arrivé à la Cisjordanie. Donc
là, pour l'instant, on en est à peu près là, si vous voulez, au plan militaire. Alors, comment le Hamas répond à cette reprise de la guerre? Pour l'instant, il a répondu très largement par l'évitement de la confrontation. Bon, d'abord, il a beaucoup moins d'armes, c'est clair, il a été affaibli en termes de stock, d'armement, de munitions. Peut-être aussi est-ce qu'il garde ce qui lui reste pour tenir sur le long terme. En termes politiques, à ma connaissance, le Hamas garde des canaux ouverts de négociation avec Israël, mais veut étendre la négociation au-delà de la question des otages, parce qu'ils ont bien conscience que c'est leur dernière cartouche. Ils veulent revenir en fait à ce qui était le cessez-le-feu originel, c'est-à-dire avec des phases. Bon, alors derrière tout ça, il y a évidemment la question de l'avenir politique de Gaza, du contrôle politique de Gaza. Vous savez qu'il y avait un plan qui visait à revivifier en fait l'autorité palestinienne et à faire en sorte qu'elle puisse reprendre un peu le lead de la bande de Gaza. C'est un plan voulu essentiellement par un certain nombre de pays arabes au terme de pourparlers au début de l'année. Pour l'instant, les Américains n'ont pas l'air de... Parce qu'évidemment, il faudrait un soutien américain à une telle initiative. Ça n'est pas le cas à ce stade, mais rien n'est non plus complètement fermé. Bref, on est dans une phase aussi très délicate, surtout que pendant ce temps se tiennent les négociations irano-américaines, qui ne plaisent évidemment pas à Israël, pour lesquelles la Russie est un médiateur et aussi un possible garant si un accord devait être trouvé. Donc, si vous voulez, en gros, on a Israël qui poursuit ses opérations à marche forcée et à haute intensité au maximum à Gaza, et qui, en même temps, sur le dossier iranien et sur le fond, n'arrive pas à entraîner, en tout cas pour l'instant, et je l'espère pour toujours, les États-Unis dans une confrontation militaire avec l'Iran, qui évidemment, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, serait un véritable désastre pour l'ensemble des négociations que Trump essaie de mener, que ce soit avec la Russie sur l'Ukraine, que ce soit avec la Russie au Moyen-Orient, que ce soit avec sa guerre des tarifs, enfin bref, tout ça évidemment volerait en éclats s'il devait y avoir une confrontation des États-Unis avec l'Iran. Donc, il faut que ces pourparlers puissent se poursuivre, il faut que ça débouche sur quelque chose, et peut-être que ça débouchera d'ailleurs sur quelque chose avant une possible issue du conflit ukrainien, c'est ce qu'il faut souhaiter. Je vous remercie de votre attention aujourd'hui, je vous remercie de liker et de partager cette vidéo, je vous retrouve pour une prochaine mondoscopie la semaine prochaine, mercredi prochain, et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt, chers amis.